Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de La vie des spectres de Patrice Jean, lu par Jean-Christophe Acquaviva. Partie 1. Une fureur. Qu'est-ce que la vie? Une fureur. Qu'est-ce que la vie? Une illusion, une ombre, une fiction? Et le plus grand bien est peu de choses, car toute la vie est un songe, et les songes mêmes ne sont que songes. Pedro Calderón de la Barca, La vie est un songe. Chapitre 1. C'est un scélérat qui parle. Il a plié son journal, et s'y reprenant à 2 fois, il a glissé son portable dans la poche intérieure de sa veste, puis il s'est levé. C'est alors qu'il a tourné la tête vers moi, sa physionomie s'éclairant de m'apercevoir dans le café. Par un goût de la symétrie et de la courtoisie, à mon tour je lui ai souri. Si bien que Chabrier, responsable de la rubrique culturelle du Progrès, s'est arrêté devant moi avant de sortir des Jacobins, m'informant qu'il ne m'avait pas vu. Propos que je lui ai retourné. « Je t'avais pas aperçu, ai-je dit. Tu ne viens pas souvent par ici. » De sorte que Chabrier, après avoir confirmé qu'il fréquentait rarement l'endroit, lui préférant le Molière près du théâtre, s'est inquiété poliment de la santé de mon épouse et de mon fils. « Ça va ?» a-t-il dit. À quoi j'ai répondu que oui, ça allait, n'oubliant pas de l'interroger sur son divorce. « Ça suit son cours », a-t-il répondu d'un air fataliste. Puis il est sorti du café. Quand je me suis retrouvé à nouveau seul avec mon livre, Monsieur Test, j'ai souri de mon mensonge et du sien, puisque d'évidence, aucun de nous deux n'ignorait la présence de l'autre, mon imposture outrepassant de beaucoup la sienne, étant donné que je n'avais pas à tourner la tête pour le voir, tandis que sa position de profil l'obligeait, lui, à pivoter de 90 degrés pour m'identifier. À plusieurs reprises, néanmoins, j'avais pu constater qu'il avait remarqué ma présence, à l'angle du café, sous une affiche représentant Aristide Bruand, le cou emmitouflé dans sa célèbre écharpe rouge. Il se grattait derrière l'oreille droite, ce qui justifiait qu'il tourne la tête. Et par contagion, comme un bâillement provoque d'autres bâillements, j'ai ressenti à mon tour l'envie de me gratter. Alors pourquoi ce double mensonge? Chabrier et moi ne sommes pas fâchés, et nos rapports ont toujours été de bonne camaraderie. Tout simplement, me suis-je dit, l'idée de discuter avec lui m'ennuyait. Et de son côté, il devait en aller de même. Si nous nous étions dit la vérité, que de complications. Il aurait fallu lui expliquer pourquoi la lecture de Valérie, voire la rêverie, voire la contemplation des clients du café et des clientes, m'intéressait plus que sa conversation, et lui aurait dû justifier sa préférence pour les interlocuteurs auxquels, avec son portable, il n'avait cessé de parler, au moins 3 personnes différentes, espacées entre elles par l'absorption d'une bière blonde qu'il déposait après quelques gorgées près de son téléphone et de son journal, sans doute le Progrès. Ce mensonge nous a évité de vaines propositions et d'inutiles justifications. Sans le recours aux fables et aux minuscules tromperies, la vie en société deviendrait impossible. Un genre de fondrière où nous ne cesserions de nous enliser. Ce mensonge partagé, sans méchanceté et, oserais-je dire, d'un commun accord, sans inimitié, mensonge de courtoisie, ce mensonge illustre pleinement la civilisation. En ce qu'une faute morale, loin d'être blâmée, autorise 2 hommes au milieu de leur vie à s'abandonner à leur penchant, sans qu'ils en conçoivent ni de l'humeur, ni de la rancœur. Ai-je expliqué le même soir à Dorian. J'ai même ajouté « On est loin de la lourdeur kantienne », ce que Dorian a accueilli en haussant les épaules, avant de railler ma propension à transformer mes défauts en qualités. « Vous êtes 2 beaux hypocrites, oui, et tu es le pire des 2, parce que tu te glorifies d'être un faux cul. » J'ai pensé que les femmes étaient trop vertueuses, mais lâchement, je n'en ai rien dit, imaginant déjà que mon épouse me reprocherait de généraliser, de débiter des lieux communs, et qui plus est, sexiste. Il m'aurait alors été facile de m'étonner que la reconnaissance d'une qualité, vertueuse, passât pour une critique, ce à quoi Dorian, je l'entendais déjà,
m'aurait jeté au visage l'adverbe « trop », par quoi j'entendais, aurait-elle dit, rabaisser tout un sexe. Quand une dispute, avant même d'avoir lieu, s'exécute dans l'imaginaire, autant renoncer à la satisfaire. Le virtuel suffit. Je suis arrivé à cet âge, 49 ans, où l'on devine les répliques de ses contemporains sans qu'ils aient à les formuler, où l'on entrevoit ce qu'ils vont faire avant qu'ils le fassent, comme si la surprise et l'inattendu avaient déserté l'existence. Je ne m'exclus pas de ce constat. Les idées viennent avec l'air qu'on respire, et chacun, se croyant original, ou bien s'en foutant royalement, les expire à longueur de journée et d'années, et d'articles, et de livres, et de colloques. Je ne me cache pas non plus que cette capacité à deviner la moitié de ce qui n'est pas encore dit, et la moitié de ce qui bientôt surgira, cette capacité donc ratifie mon entrée dans un morne crépuscule. Pour un enfant, à l'aube de la vie, tout est nouveau et se couvre du prestige des premières fois. Si j'ai deviné Chabrier comme il m'a deviné, la partie perd de son intérêt. Peut-être que l'on meurt du grand âge faute d'un geste qui vous surprenne ou d'une parole inattendue. Le trop prévisible vous étouffe et l'on claque sous l'insupportable clarté des choses. Je n'en suis pas encore là. Dorian se moque assez de ma naïveté pour me prévaloir d'une prétentieuse sagacité. Si à la place de la dispute, je lui avais rapporté ces demi-réflexions sur ma divination, elle aurait éclaté de rire. « Mon pauvre Jean, toi, prévoir tout ce que les autres pensent alors que n'importe qui peut te rouler dans la farine. » Elle aurait sans doute rappelé l'achat d'une voiture d'occasion un « particulier ». Ça, elle l'aurait dit, un particulier, qui s'avéra une si mauvaise affaire qu'il fallut renoncer à une semaine de vacances à Cadaqués, après que la Fiat Tipo, prétendue neuve, ou presque, avait rendu l'âme sur la 62, du côté d'Agen. Selon Dorian, on voyait comme le nez au milieu de la figure que le vendeur était un escroc. Mais j'étais, à l'en croire, une bonne poire, incapable de voir plus loin que le bout de son nez. J'ai laissé une pièce de 50 centimes dans la soucoupe, puis je suis sorti. Il me restait encore 1 heure avant d'aller au lycée pour chercher Simon et le conduire directement chez l'ophtalmologue, rue Jean Jaurès. Je n'aime pas marcher, et je n'aime pas les adeptes de la marche, toujours à se rengorger de l'exercice physique, comme s'il entrait du mérite à se déplacer sur ses 2 jambes. Autant se vanter d'agripper un marteau avec sa main, ou d'écouter des conneries avec ses oreilles. Ai-je pensé en suivant malgré tout le quai Henri Barbus, sans but précis, par simple désœuvrement, sans article à écrire. J'aurais pu revenir à l'appartement, mais Dorian y reçoit 2 de ses amis. Elle m'aurait reproché de les déranger dans leur conversation. « On ne dit pas la même chose quand un homme est avec nous », aurait-elle soupiré. La semaine dernière, à une observation du même tonneau, j'ai prétendu ironiquement qu'avec la présence d'un « mâle », elle n'oserait plus parler de cul avec autant de franchise qu'en son absence. Que n'avais-je dit? Sabrina, la plus grosse des 2, s'était criée que je n'étais pas drôle du tout, que chaque année des milliers de femmes étaient violées, battues et tuées par leurs conjoints. Alors ma petite ironie, avait-elle dit, je pouvais me la carrer dans le fion. Dorian était gênée, mais elle ne m'a pas défendu. Elle s'est contentée d'excuser mon propos, le rattachant à ma lourdeur. Il fallait, a-t-elle dit, s'y habituer. Ensuite, on n'y prêtait plus attention à ma lourdeur. Nadège, maternelle, a tenté de me consoler, en m'assurant que ce n'était pas grave. Tout le monde pouvait dire des bêtises. L'important était d'en prendre conscience. Leur complexe de supériorité, que rien ne justifie, est une forme de démence. Ai-je pensé en me réfugiant dans la chambre conjugale et en ajustant sur mes oreilles un casque pour écouter de la musique. Ravel peut-être, je ne sais plus. Je me suis assis sur un banc, en prenant soin auparavant de l'essuyer d'un revers de manche pour ne pas mouiller mes fesses, me préservant par ce geste du ridicule d'arborer un derrière trempé quand je me présenterai tout à l'heure dans le salon et que, par malheur, Sabrina ou Nadège, encore là, railleront je ne sais quel problème urinaire du mâle blanc de plus de 50 ans. J'aurais pu reprendre la lecture de Monsieur Teste, mais je me suis perdu dans le spectacle 1000 fois contemplé du fleuve grisâtre,
bordés de péniches et de ramures défeuillées. La vision des oiseaux qui s'élancent au-dessus de l'eau m'apaise. Je dis « des oiseaux » car je distingue à peine une mouette d'un goéland, une hirondelle d'un rouge-gorge. Quand j'étais adolescent, je recherchais la compagnie de mes semblables. Aujourd'hui, je m'en passe très bien. Le mutisme des animaux me repose du caquetage hominien. Enfin des êtres qui n'ont pas d'idée sur le monde, des individus sans Weltanschauung. Une fourmi jamais ne vous fera la morale, ni ne vous reprochera une parole déplacée, ni ne s'appuiera sur les statistiques pour accabler la partie mâle de la fourmilière. On peut l'écraser sans que ces néo-orphelins vous accusent d'être un facho, comme mon fils aime à le crier sitôt que je regarde un match de foot à la télé. Il a élevé sa critique d'1 degré. Auparavant, il se contentait de me reprocher d'être un beauf. Mais depuis plusieurs semaines, il politise son propos. Un facho, moi. J'ai beau lui rappeler que je possède ma carte du PCF depuis l'âge de 23 ans, rien n'y fait. Il me ressort le pacte germano-soviétique, Staline, le goulag, un savoir fraîchement acquis en cours d'histoire géo. Mon père m'a prénommé Jean, en hommage à Jean Jaurès. Et le père de mon père avait baptisé ce dernier du prénom de Charles, sacrifiant par là au culte de Karl Marx, francisé par la grâce de ma grand-mère. Je ne me rends plus beaucoup à la cellule du parti. Cependant, je continue de militer pour la collectivisation des moyens de production. Unique façon, pensait Marx, pensais-je, modestement, de répartir les richesses à l'ensemble de la population. Quand je soutiens cette thèse devant Jacques, il se marre à chaque fois, invoquant mes faibles revenus comme raison principale de ma solidarité universelle. Et il ajoute une fois sur deux cette phrase réactionnaire « Les électeurs de gauche sont généreux avec l'argent des autres. » La semaine dernière, je l'ai devancé, lui coupant le poncif sous le pied. Il l'a mal pris, comme un acteur à qui l'on vole ses répliques. Puis il a finement sous-entendu que je me rendais à ses idées. Que son salaire soit 5 fois plus élevé que le mien ne le gêne pas du tout. Il trouve ça normal, puisqu'il a bossé à l'école, dit-il, et qu'il a choisi les bonnes filières, les bonnes écoles. Quand moi, élève moyen, je paraissais dans les facs de lettres. Il oublie mon année en Hippocagne, avant d'échouer dans les piges et les chiens crevés, comme il désigne mes articles sportifs et littéraires. J'ai écrit, il y a 2 ou 3 semaines, une liste de 25 idées dont Jacques pourrait me rebattre les oreilles lors de nos prochains rendez-vous aux Jacobins. Pour l'heure, en 2 rencontres, il a épuisé 18 idées et 12 clichés. Comment dire autrement que notre amitié tourne en rond? On ne pense pas assez que les idées, en nombre limité, se répètent tous les jours en des millions d'exemplaires. Partout, jusqu'à la nausée. C'est pourquoi je tente d'échapper à la sulfateuse verbale, en me réfugiant dans certains livres, peu nombreux, qui proposent des visions moins convenues, moins rabâchées. Ou parfois, dans la contemplation du ciel, des fleuves, des feuilles, qui en ce début d'automne s'amassent au pied des arbres, avant que les jardiniers municipaux ne les transforment en compost. Par chance, à mon retour, les 2 mégères avaient disparu. Par malchance, je les ai nommées comme ça, 2 mégères, ce qui n'a pas plu à Doriane. Elle m'a accusé de verser dans le sexisme lexical. Encore un concept des 2 salopes, ai-je pensé. Le sexisme lexical. Mon fils, ce sot, mais il n'a que 16 ans, a surenchéri. « C'est vraiment très 20e siècle, papa. On se croirait dans un film avec Gabin. » Alors j'ai songé aux hirondelles, qui, 2 heures plus tôt, fendaient l'air au-dessus de la Loire. Il existe, ai-je pensé, encore des forêts, des îles, des déserts que l'homme n'a pas encore souillés, des steppes qui ignorent la nécessité de l'écriture inclusive. Si le mot « mégère » a été employé depuis des lustres, on en recense l'apparition dès le XVe siècle, c'est qu'il correspond à une réalité. Une femme médisante, hargneuse, méchante. En bannissant le mot, on souhaite, ai-je pensé, laisser croire que de telles femmes n'existent pas, ou qu'elles sont une construction mythologique, née de la calomnie masculine. Plutôt que de présenter cette réponse,
J'ai erré au travers d'une lande stérile et caillouteuse, marchant contre le vent, au déclin d'un jour brumeux. On dit tellement de bien des femmes qu'il faudrait écrire, me suis-je dit, des dizaines de pamphlets contre elles, des milliers de poèmes satiriques, pour rétablir l'équilibre, c'est-à-dire la vérité. Un extraterrestre qui ne connaîtrait notre planète que par les journaux et la littérature du XXIe siècle croirait que les femmes sont d'une essence supérieure à celle des hommes, et qu'elles n'appartiennent pas à la même espèce, que ce sont là deux espèces différentes, l'une étant douce, charmante, exquise, belle, compatissante, aimable, intelligente, curieuse, et l'autre, cruelle, arrogante, vulgaire, ricanante, brutale, laide, venimeuse, stupide. Quelle ne serait pas sa surprise quand il découvrirait que ces deux races n'en font qu'une? Le dîner, en nous regroupant tous les trois autour de la table, fait croire encore à l'existence d'une famille. À moins que toutes les familles, ou presque, au bout d'une dizaine d'années, n'aient de substance que pour l'administration et des regards distraits. Le reste de la journée, Dorian, Simon et moi vivons sous des régimes différents, et nos passions naissent d'objets séparés. Lors des vacances, nous nous obligeons à accorder nos désirs, non sans mal. Simon, très souvent, raille ses professeurs. « Tous des cons », explique-t-il finement. Mon épouse le reprend. « Il ne doit pas, dit-elle, parler comme ça. Il doit faire des efforts. » Elle n'a pas envie d'être convoquée au lycée, comme l'an dernier, parce que son fils a insulté le proviseur. Mais ce qui est pour Dorian un déshonneur représente pour Simon un épisode glorieux. Je me joins à mon épouse pour mettre notre fils en garde contre la répétition d'une telle ignominie, ce qui déclenche chez lui soit le rire, soit la révolte. « Bande de fachos !»« Tu étudies quoi en français ?» demande Dorian. « Je ne sais plus, une pièce à la con. »« Oui, mais encore. Tu ne connais même pas le titre de la pièce ?»« Oh là là, un truc de vieux, une pièce de Molière. »« Ça parle de quoi ?»« Au début, c'est deux mecs qui parlent de la politesse, des trucs de ce genre. »« Ce ne serait pas, dis-je, le misanthrope ?»« Ah ouais, ça doit être ça. En tout cas, c'est naze de chez naze. »« Tu me donnes envie de le relire, dis-je. » J'ai presque rien dit, et ça te donne envie de le lire? Je suis trop fort. Personne n'écoute le cours. La prof a viré 3 élèves cet après-midi. Après le repas, Simon s'enferme dans sa chambre, Dorian dans la salle de bain, et moi dans mon bureau. Dans mon enfance, toute la famille migrait, une fois le dîner terminé, vers le salon, où nous regardions, ensemble, le même film. Film que l'on commentait âprement par la suite. Papa, très cinéphile, n'admettant pas que des morveux, mon frère et moi, s'autorisent à critiquer un film de Fritz Lang, ou de n'importe quel cinéaste de renom, de sorte qu'il démontait un à un nos arguments. Je n'en suis pas là avec Simon. Un désaccord esthétique suppose au moins un monde commun, des œuvres vues ensemble. Le capitalisme, en produisant des films et des divertissements, adaptés à chaque âge et chaque niveau d'études, a détruit l'unité des foyers, rejetant chacun dans une catégorie close. Simon ne jure que par Netflix, qu'il regarde dans sa chambre en tapotant sur son portable. Dorian et moi restons parfois à discuter. Quelquefois nous faisons l'amour, moi avec ma bedaine, elle avec ses seins qui pendent. 2 fois par semaine au moins, selon les spectacles qu'il me faut couvrir et qui m'obligent à sortir, je reprends l'écriture d'un roman, commencé il y a 10 ans. Les fantoches. Il y a beau temps que l'intrigue s'est diluée dans les digressions, les bifurcations narratives, les réflexions, les bouts de poèmes, les citations. Je n'en continue pas moins de lui consacrer plusieurs heures par semaine. J'ai renoncé à me plonger dans cette masse de phrases pour la transformer en un roman présentable. Je me dis, sans y croire, qu'à ma mort, un Max Brod, ou à défaut mon fils Simon, recueillera émerveillé le manuscrit, puis le publiera. Alors le monde ébahi découvrira qu'un génie littéraire vivait en son sein, à Nantes, et qu'il a eu l'ingratitude de le laisser crever dans l'anonymat. L'appartement sera transformé en musée. L'université portera mon nom,
et les colloques, les thèses de doctorat, les biographies, l'édition du moindre de mes textes consacreront la gloire de Jean Dulac. L'adjectif dulacien deviendra aussi courant pour le public cultivé que l'épithète rousseauiste ou la vision kafkaïenne du monde. Je me joue à moi-même la comédie de ma gloire posthume, mais je n'y crois pas, ou presque pas, tant elle contredit le bon sens, au point que l'impossibilité même de cette gloire en est l'argument le plus solide, de même que le credo quia absurdum justifie la foi chrétienne. Tant aucun Max Brod ne se cache parmi mes amis, tant mon fils Simon se contrefiche de la littérature en général et de la mienne en particulier, raillant par son indifférence le verdict du monde à l'endroit de la chose littéraire, et accessoirement de ma personne, dépassée, inutile, élitiste, sans objet. Et surtout, au-delà du désintérêt universel, il apparaît que ces fantoches méritent de périr avec leur auteur. Dorian en avait lu les premiers chapitres, au temps où elle croyait en moi. Cette lecture la convainquant de prendre ses distances avec cette croyance, voire de l'abjurer. Trop d'idées, avait-elle dit, pas assez d'action. Trop sombre, trop pessimiste, trop réactionnaire. Manque d'espoir, absence de personnages positifs, défaillance narrative. Son jugement avait freiné mon élan. Il avait même stoppé tout net pendant une année. Puis j'étais revenu à ce roman, insérant un personnage optimiste et sympathique, Boniface Collet, inspiré par un militant du parti, Roger Leplat, dit Gégé. C'était dégoûtant. Il aidait les vieilles dames à traverser la rue, offrait des bonbons aux enfants, ne se moquait jamais de rien ni de personne, acceptait sans broncher les rebuffades amoureuses, tapotait la tête des bébés dans leur landau, imitait Donald pour les faire rire, souriait tout le temps, frissonnait devant les couchers de soleil et luttait contre toutes les discriminations. J'ai fini par le supprimer. L'être humain n'est pas bon. Un roman digne de ce nom ne doit pas lutter contre le racisme, ni contre aucune injustice. C'est par l'écriture des fantoches que j'ai fini par m'éloigner du marxisme, auquel je ne tiens plus que par son analyse impitoyable du calcul égoïste, et par le bras d'honneur adressé à tous les riches. Qu'ils tremblent sur leur cul ne me déplaît pas. Je suis marxiste parce qu'il y a en moi de moraliste et par refus des illusions. Il y eut d'autres lecteurs, des amis, des éditeurs, un écrivain. Tous incriminèrent ma sévérité envers mes personnages. Trop fallot, trop cupide, trop égoïste, trop bête, trop ambitieux. Rien n'allait. Je découvris par l'entremise de ces critiques que la cécité gouvernait l'espèce humaine. Tous se mesurant selon une toise, trompant chacun de ses propriétaires sur le périmètre de sa vertu. J'ai cessé d'en proposer la lecture. D'évidence, personne n'a envie qu'on rabaisse la nature humaine. Il lui faut à cette espèce de l'espoir et des images flatteuses d'elle-même. Mais je continue d'écrire pour être au clair avec moi. Si je ne me contente pas d'un journal intime, c'est qu'il m'ennuie de reproduire verbalement les événements d'une journée. J'aurais l'impression d'être pareil à ces touristes qui filment et photographient tout ce qu'ils voient. Et plus simplement, parce que je ne goûte pas le genre littéraire du procès-verbal, fût-il celui de ma propre vie. Pour autant, je transfigure parfois les rencontres de la journée. Ainsi ai-je pensé devant mon ordinateur que je pourrais transformer Chabrier en personnage de mes fantoches, en peignant promptement la comédie que lui et moi avons jouée aux Jacobins dans l'après-midi. Le roman naît sitôt que deux hommes se parlent, se heurtent, se courtisent, se froissent. Parler à un être humain, c'est accepter de participer à la comédie et au spectacle. Toute parole est une réplique, toute discussion un divertissement. Je n'oublie jamais, à la fin du mois, d'imprimer la totalité de la production mensuelle avant de l'ajouter à l'épais manuscrit. Là réside ma seule ambition littéraire, au sens traditionnel du terme. Parce que comme nombre de contemporains, je publie sur Facebook et Twitter le fruit de mes réflexions, quelquefois sous la forme de textes très longs. J'ai la faiblesse de me réjouir s'il recueille des likes et des commentaires. Je vise ainsi une double récompense, la gloire post-mortem et les applaudissements en direct. Dans les deux cas,
un triomphe de spectre. J'ignore si la vie a un sens, mais la mienne n'en a pas. Si je n'étais pas né, le monde n'aurait pas été différent. Et si je ne suis rien pour le monde, m'en voudra-t-on de le considérer avec indifférence? Chapitre 2. Simon a une nouvelle professeure de français. La précédente a craqué, au point de divorcer définitivement de l'éducation nationale. Les élèves ne l'écoutaient pas et ricanaient quand elle exigeait le silence, mais elle tenait bon. La semaine dernière, un élève de terminale l'a giflé devant toute la classe. L'événement a promptement circulé dans le lycée, notamment sous la forme d'une photo de la malheureuse en larmes, de portable en portable, de Snapchat à Facebook. L'humiliation démultipliée par le numérique l'a convaincu de mettre un terme à sa carrière. C'est une jeune femme plutôt frêle, si j'en crois Simon, avec une petite voix d'enfant, passionnée par son métier et par les auteurs dont elle entretenait ses classes, du moins au début de l'année. Car très vite, elle a dû lutter contre le chahut et, disons-le, contre l'opposition des lycéens à ce que l'on parla de vieilles choses. L'expression est de Simon. Ce dernier condamne la gifle, mais il répète qu'elle l'a bien cherché avec sa petite voix, ses auteurs hyper chiants, ses explications interminables. On ne provoque pas ainsi des adolescents pleins de vie, de fantaisie, de modernité. On n'embête pas, a dit Simon, des classes connectées et optimistes avec des écrivains morts et pessimistes. De toute façon, a-t-il ajouté, on n'y comprend rien, nous, à ces bouquins. Qu'est-ce qu'ils ont tous à baver sur le pessimisme, ai-je pensé. Croient-ils vraiment que l'on est jeté dans l'existence uniquement pour jouir et s'amuser? Oui, d'accord, c'est moi qui l'ai obligé à vivre, enivré par le désir, la raison endormie par les sens. Le proviseur a convoqué les parents des 3 classes dont s'occupait l'ancienne professeure afin de nous présenter la nouvelle, et surtout pour mettre en place un espace de parole entre les équipes pédagogiques et les parents d'élèves, selon l'innommable jargon d'usage dans ce milieu. En attendant dans le couloir, devant la salle de l'égalité, les parents commentaient bien sûr la démission, non sans une certaine gêne, comme s'ils étaient un peu responsables de ce qui était arrivé à Madame Girardin, ou plutôt comme s'ils craignaient que le proviseur leur reprochât, lors de la réunion, de n'avoir pas su civiliser leur enfant. Rien n'était dit ouvertement. Il fallait une oreille exercée pour deviner le malaise derrière des phrases comme « En obligeant les profs à faire étudier des bouquins de l'ancien temps, on leur facilite pas la tâche. » Ou bien « C'est pas évident de rester assis toute la journée pour les gamins. » Plusieurs parents sont restés silencieux, j'en faisais partie. Un brun, en veste de velours côtelé, a fini par dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, selon l'horrible formule des lâches, en affirmant qu'en l'absence d'une poigne native et d'une carrure solide, il est raisonnable de ne pas prétendre, en plus, intéresser des adolescents à la littérature. Il faut savoir, a-t-il dit, qui l'on est et ce que l'on peut faire. Cette assertion, malgré son abstraction, parut satisfaire plusieurs parents. Une dame, aux cheveux blonds peroxydés, à la taille emphatique, renchérit. « Comme je vous comprends, on n'a pas l'idée aussi, c'est vrai ça. Chacun ses goûts, je dis pas, mais la pièce qu'elle leur a donnée à lire, c'est quand même pas adapté à des gamins, je suis désolé. Il faut quand même le dire, tant pis si je choque. » Là-dessus, il s'établit un consensus, du moins de la part de ceux qui prenaient la parole, une dizaine de parents s'abstenant, par désaccord ou par timidité, de désavouer l'œuvre de Molière. Si le proviseur, accompagné de mademoiselle Hélène Drac, n'avait mis fin au crypto-procès, l'étude du misanthrope aurait bientôt été assimilée à de la maltraitance. La tension, grâce à cette libération de la parole, avait baissé quand les parents pénétrèrent dans la salle, chacun considérant que les torts étaient au fond partagés, comme j'entendis mon voisin le souffler à l'oreille de l'homme en velours côtelé, de sorte qu'un sourire entendu flottait sur la moitié des visages, un sourire qui signifiait « Ouais, on sait de quoi il retourne ». Le proviseur et la nouvelle professeure, eux, sont restés debout devant l'assemblée. Monsieur Berthaud,
ainsi que le désigne Simon à la façon d'un valet parlant de son maître, a d'abord remercié chacun d'avoir répondu à son invitation, précisant que, de la communication entre l'équipe administrative, les enseignants et les parents d'élèves, dépendait la réussite de tous, dans le respect et la diversité des parcours. Il a poursuivi sur le même ton, en roue libre, pendant un quart d'heure. J'apercevais la blonde peroxydée, son portable en main, consultant ses textos. L'impatience grandissait. La gifle administrée à la pauvre Madame Girardin n'était jamais nommée autrement que par des périphrases. Regrettable incident, geste malheureux, acte inadmissible. Berthaud insista sur la sanction exemplaire que le conseil de discipline avait infligée à l'élève, puisque ce dernier avait été exclu pendant une semaine du lycée, avec l'obligation consécutive de participer l'été prochain à un stage de 3 jours contre la violence. Il faut tendre une main au jeune, certes, il a fauté. Il doit reconnaître sa faute. Et je vous assure que nous travaillons tous ici à ce projet. Mais il est important de ne pas l'enfermer dans son erreur. À ses côtés, Hélène Drac, droite et immobile, ne disait pas un mot. Elle portait un long manteau à chevrons, resserré à la taille par une ceinture, manteau d'où dépassait une robe noire de même couleur que ses escarpins. Son allure générale, désuète et juvénile, relevait du paradoxe ou de l'oxymore. Les lunettes et un chignon d'une vieille fille férue de lettres classiques, et un beau visage de jeune femme, très pur. Berthaud l'invita enfin à prendre la parole pour se présenter, et surtout pour dévoiler son programme, ses exigences envers les classes. L'assemblée des parents, qui, une fois rassurée sur les intentions punitives du proviseur, commençait à s'assoupir, s'éveilla. Des premiers mots d'Hélène Drac, ils allaient conclure à sa viabilité dans son nouveau poste, pensait-il, pensais-je. Elle était âgée de 29 ans et se prévalait d'une expérience de 3 années devant des classes en zone sensible. Elle n'admettait pas que les leçons ne soient pas apprises, ni que les élèves ne lisent pas les œuvres au programme. Elle serait, dit-elle, implacable sur ce point, parce que seule la lecture des grandes œuvres peut les élever vers les choses de l'esprit. Le ton n'admettait pas de contestation. Néanmoins, un père qui avait participé à la cabale anti-molièresque, qu'une cravate et un costume élégant rendaient plus hardi que les autres, s'inquiéta. « Je suppose que vous n'allez pas reprendre l'étude du misanthrope. C'est une bonne pièce, sans doute, mais même moi qui ai fait HEC, je peux vous dire que je la trouve difficile. Et puis tous les parents qui sont ici pourront vous confirmer que leurs enfants n'y comprennent rien et qu'ils ne la lisent pas. » Il y eut une rumeur d'approbation. J'entendis la blonde peroxydée baragouiner des propos mal structurés, mais dont le sens général ratifiait les propos de M. HEC. « Ah bah oui, ça c'est sûr. Mon fils, il l'a pas lu, je peux vous le dire, ça c'est sûr. » La contestation reprenait, moins spontanée que dans le couloir, mais tout aussi ferme de ce savoir majoritaire et parental. Par la vertu d'avoir mis bas, le parent, pensais-je, croit obtenir une légitimité dans le domaine des idées, des lettres, et même du sort de la planète. Légitimité qu'il n'avait pas au temps où il était un individu. Un brouhaha séditieux agitait la salle. Berthaud reprit la parole. « Il va de soi que mademoiselle Drac adaptera son enseignement au niveau des élèves, comme à leurs envies. N'est-ce pas ?» dit-il en regardant la professeure. Hélène Drac ne lui répondit pas, mais s'adressa à l'assemblée. Abandonner l'étude de cette pièce représenterait une double abdication. D'abord, ce serait priver les élèves d'une œuvre essentielle, aussi belle qu'intelligente. Ensuite, ce serait gifler une seconde fois Véronique Girardin, puisque le petit barbare responsable de cet acte s'en trouverait récompensé. Donc, se tournant cette fois vers Berthaud, nous étudierons le misanthrope. Ces phrases étaient prononcées calmement, avec une autorité dont la source était assurément l'esprit supérieur de mademoiselle Drac, de sorte qu'elles mirent un terme à la révolte. Berthaud, désavoué par la fermeté de l'enseignante, n'eut pas d'autre choix que de regretter le lexique employé par la jeune femme. « C'est certainement, s'est-il rengorgé, la jeunesse de mademoiselle Drac qui explique, comme elle excuse, les termes de « petit barbare ».
Il va de soi qu'il ne saurait qualifier un élève qui se cherche et parfois trébuche. Je vous rassure, Mademoiselle Drac saura trouver à l'avenir le vocabulaire qui convient à nos jeunes. » Cette mise au point réconforta la susceptibilité froissée de nombreux parents, si bien qu'ils quittèrent la salle en jetant sur l'enseignante un regard ironique. J'aurais bien aimé discuter avec la professeure, mais je n'eus pas l'audace de sortir du flot qui évoluait vers la sortie. La blonde essaya d'accrocher l'attention d'HEC en le félicitant de son intervention, mais celui-ci se contenta de sourire et de la remercier. Ils ne sont pas du même monde, ai-je pensé. De n'aimer pas Molière ne suffit pas à rapprocher les classes sociales, surtout si la supériorité pécuniaire se double d'une supériorité esthétique. Bref, HEC s'en tapait le coquillard de la grosse vache peroxydée. J'avais cru que Simon serait impatient de m'entendre parler de sa future professeure. Mais enfermé dans sa chambre, il devait d'abord capturer des reptiles volants et des reptiles aquatiques sur l'écran de l'ordinateur. C'est donc avec Dorian que je me suis entretenu d'Hélène Drac. Je lui en fis un portrait objectif, en insistant sur la dignité et l'élégance qui se dégageaient de la jeune femme, restant plus discret sur les charmes de sa personne, révélation qu'elle aurait peut-être jugée inutile et même typique d'un regard masculin, male gaze, dégradant pour les femmes. Si en des temps plus anciens, les maris rusaient pour dissimuler le plaisir qu'ils prenaient à rencontrer une jolie fille, de nos jours, ai-je pensé, le discours féministe leur offre sur un plateau le droit, que dis-je le droit, le devoir d'être hypocrite. Dorian n'a que modérément apprécié l'épisode du « petit barbare », estimant, comme le proviseur, qu'il était choquant de caractériser ainsi un élève de 17 ans. Elle a même cité Lévi-Strauss, selon qui le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie, complétant sa démonstration par un détour sur la culture bourgeoise transmise par l'école pour exclure les enfants des classes populaires de la réussite sociale. Je me suis tu. Encore l'influence de Sabrina et de Nadège, ai-je pensé. J'aurais dû présenter autrement l'affaire de la gifle, en la reliant à l'immémoriale violence que les femmes eurent à subir de la part du tyran patriarcal. Abordée sous l'angle de la domination masculine, la gifle aurait retrouvé toutes ses sinistres couleurs. Quand Simon eut enfin massacré assez de monstres pour nous rejoindre à la cuisine, il s'enquit de la réunion au lycée. « Alors, la nouvelle prof, t'en penses quoi ? Ton père la trouve très bien, très littéraire et très sévère. »« Ah, la chiotte !» s'est exclamé Simon. J'ai expliqué à mon fils qu'il avait de la chance, que sa professeure l'initierait au trésor de la littérature et que toutes les conditions étaient réunies pour qu'il obtienne une bonne note au bac. « De toute façon, a-t-il répondu, je veux faire maths sup ou Sciences Po, alors je m'en fous du bac de français. »« Il te faut de bonnes notes dans toutes les disciplines, ai-je répliqué, si tu veux intégrer une classe prépa. »« Ah, la chiotte !» C'est sa nouvelle expression. Il semble lui trouver un air d'avant-garde. Tous les 2 ou 3 mois, de nouveaux mots ponctuent ses discours. Mots qu'il choisit avec le même soin qu'un guitariste de glam rock prenait, dans les années 1970, à sélectionner la couleur de son blush, ou un philosophe la fréquence de ses rhizomes. La distinction grégaire et épate bourgeoise, ai-je pensé. Mais c'est mon fils, et je n'oublie pas, sous l'adolescent, l'enfant curieux qu'il fut, ni le nouveau-né d'une bouleversante faiblesse qui me souriait dans son berceau. Comme le temps a passé. J'ai confié à Dorian ma crainte que Simon se racornisse l'âme, à force d'occuper ses soirées à chasser les dragons et les amphibiens de Monster Hunter, plutôt que de lire, d'écouter de la musique ou de rêvasser. « Laisse-le jouer, c'est de son âge, » a-t-elle répondu. « Il a bien le temps de s'intéresser à Balzac ou à Schubert. Et puis lire n'a jamais rendu qui que ce soit plus généreux. » J'aurais pu la contredire en rappelant qu'un esprit privé de livres finit par s'étioler aussi sûrement qu'une plante meurt de n'être pas régulièrement arrosée. Mais à quoi bon ? L'époque est plus forte que moi. Lire exige un effort que beaucoup entendent éviter. Dans un monde où tout est facilité, où, en balayant du doigt l'écran d'un portable, on commande son repas du soir, un partenaire sexuel, une paire de chaussettes, on tue un dragon. Dans ce monde, donc on méprise.
en dehors des études et du travail, l'effort intellectuel. J'avais écrit un article qui développait cette idée. Mais le Progrès m'a répondu que ces considérations déclinistes n'avaient pas leur place dans le journal. « Essaye au Figaro ou à Minute !» s'était amusé Jean-Louis. Quand la critique de l'abêtissement passe pour une facilité réactionnaire, le capital a définitivement gagné la partie, d'autant que les révolutionnaires d'aujourd'hui, loin de me rejoindre sur ce point, se complaisent dans le rejet de ce qu'ils appellent une culture bourgeoise, ou une culture patriarcale, ou même une culture blanche. Moi qui ai tant aimé la conversation et même la dispute, j'en ai perdu le goût. La plupart du temps, tout est piégé, le contradicteur ne souhaitant pas examiner les idées à la lumière de la raison, mais s'amuser à ferrer les mots de l'interlocuteur avec la même célérité que Simon agrippe le dos d'un monstre virtuel pour le capturer, ai-je pensé. Une fois l'idée attrapée, on l'enferme dans un enclos, avec les autres captives, les sexistes, les ringardes, les machistes, les racistes, les fascistes, les intolérables. La partie est terminée. Dorian, depuis quelques mois, s'abandonne à cette imitation de la pensée, qui n'en est que le simulacre, et par conséquent, la trahison. Là encore, je constate mon impuissance face à l'époque. Elle infuse dans l'esprit de Dorian l'idée que notre couple, banalement hétérosexuel, illustrerait, comme tous les couples, l'inégalité des relations hommes-femmes. Qu'elle décide de tout, ou presque, dans la vie de notre famille, de la couleur des rideaux aux vacances au Pays Basque chez sa mère, n'enlève rien à son ressenti d'être contrainte et oppressée. Oh, elle ne m'en veut pas personnellement. Elle reconnaît, dit-elle, qu'elle aurait pu tomber plus mal, mais c'est un fait. Mon chéri, que tu adoptes sans t'en rendre compte une attitude patriarcale. Je lui demande de me donner un exemple. Elle répond « Tu préfères les femmes qui portent des robes ?» Et alors ? Eh bien pour toi, je renonce souvent aux pantalons. Je n'exige rien, tu fais ce que tu veux. Oh, c'est trop facile de dire ça. Le simple fait d'être consciente de cette préférence pèse sur moi, même si je ne dis rien. N'importe quoi. Tu vois, ça aussi, ce mépris pour ce que je te dis, pour mon ressenti, c'est une conséquence de la domination masculine. C'est tellement imprégné dans la psyché des hommes qu'ils ne s'en rendent pas compte. Inutile de répondre, car même si je pouvais lui démontrer l'ineptie de son raisonnement, elle m'accuserait de lui imposer ma vision genrée du couple. Si mon fils use d'un lexique chic, ou qu'il croit tel, dérobé dans des conversations de lycée ou des interviews de youtubeurs, ma femme, elle, butine le concept féministe dans des magazines, des émissions de radio, et surtout dans ses conversations avec Sabrina et Nadège. Les deux salopes jouent le rôle des « bonnes copines ». Elles confortent Dorian dans le moindre doute qu'elle entretient sur moi, dans n'importe quel reproche qu'elle m'adresse. « Oh, c'est sûr, Jean pourrait t'aider à remplir la déclaration de revenus, » disent-elles. « Déjà que tu fais tout à la maison, c'est bien les mecs, ça. » Si jadis, les « bonnes copines » versaient à l'oreille de leur meilleure amie un poison artisanal composé d'aigreur, d'ennui, de méchanceté, ce poison, aujourd'hui, est augmenté et contaminé par une médisance au carré, concoctée dans les universités et dans des réunions non mixtes. Chapitre 3. J'ai eu l'occasion d'assister à une conversation entre Sabrina et Nadège. Identifiant leur voix dans le salon, j'ai préféré rester dans la chambre où je paraissais en raison d'un entretien annulé. Dorian ignorait ma présence, puisqu'elle avait déjeuné avec ses deux amis. Je me réjouissais d'écouter ce que l'on disait des autres et de moi, surtout de moi en mon absence. Enfoncé dans un fauteuil près de la porte entr'ouverte, je considérais que je n'aurais, pour rien au monde, cédé cette porte contre un billet pour assister à la première représentation, le 15 février 1665, du Don Juan de Molière au théâtre du Palais-Royal. Cette porte insignifiante à la peinture écaillée m'offrirait le spectacle de mon procès, peut-être même de mon exécution mondaine. J'étais impatient comme un enfant à l'approche sur l'écran de cinéma du héros qu'ils révèrent. J'étais ce héros, comme chacun l'est pour soi-même, à tout le moins ce personnage central autour de quoi tout s'ordonne, même le mépris et la haine. À mon grand désarroi,
Mon nom n'occupa pas toute la conversation. Oh, je n'étais pas oublié, Nadège s'inquiétant perfidement de mes soirées au théâtre. « Ça ne te dérange pas que Jean déserte l'appartement tous les soirs? Il a un fils quand même. Et toi, t'as le droit de sortir !» Ce à quoi Dorian répondit qu'au contraire, elle aimait la solitude, la tranquillité, la liberté. Réponse qui réjouit Sabrina. Moi, si j'étais marié, ça ne m'empêcherait pas de militer et de m'éclater. Je voudrais bien voir ça, tiens, qu'un mec m'empêche de faire ce que je veux. Je n'étais pas oublié, non, mais je n'étais pas l'objet principal de la calomnie. J'en conçus de l'amertume. Je ne les obsédais pas. Mon cas était-il réglé depuis longtemps, analysé, disséqué, pareil à ces fringues usées qu'on ne sort plus du placard, à 2 doigts de la déchetterie? Ou bien s'agissait-il d'une pause, d'un temps mort, ou pire, d'une indifférence de toujours? Ce type si nul ne mérite même pas qu'on lui crache dessus. Je n'aurais pas cru, pensais-je, que Sabrina, un jour, me donnerait une leçon d'humilité. Je faillis me lever, las de rester immobile, quand Sabrina entonna une diatribe contre la grossophobie. Cette fois, ça devenait intéressant. Il faut bien comprendre que la domination masculine a imposé ses critères de beauté. Ces messieurs nous obligent à raser nos poils, à nous maquiller et à faire attention à notre poids. Il y en a assez. Moi, je me fiche de ces dictats. Une grosse femme pleine de bourrelets, je regrette, mais c'est beau. L'obligation de la minceur est une construction du patriarcat. Nadège approuvait. Il fallait déconstruire le stéréotype de la beauté féminine. Une femme grosse, vieille et noire pouvait être une très belle femme. Dorian interrompit son ami. « Tu veux dire que noir serait aussi un défaut ?» La physionomie de Nadège avait dû prendre, pensais-je, cet air affolé de celle qu'on surprend la main dans le pot de confiture, ou dans sa culotte. Sabrina corrigea le propos. Noir n'est qu'un défaut qu'aux yeux des racistes, de même que grosse ne saurait être une imperfection que pour les hommes détraqués par des siècles de patriarcat. Nadège souffla de soulagement. Ça servait à ça, les bonnes copines, vous sortir d'un bourbier. Il lui faudra, pensais-je, travailler son discours. Devant des gens mal intentionnés, une telle observation pourrait lui valoir des ennuis, le rejet, l'ostracisme. On ne plaisante pas dans le monde merveilleux de la vertu. Sabrina poursuivit avec un éloge de la diversité. En gros, tout le monde était beau. La beauté étant dans l'œil de celui qui regarde. De sorte que la responsabilité du jugement esthétique changeait de camp. La laideur, comme la beauté, ne relevant plus d'une grâce biologique, comme on le croyait dans les sociétés arriérées, où l'on pensait bêtement que certaines filles, à l'adolescence, se transformaient en canons et d'autres en boudins. Je modifie le vocabulaire de Sabrina pour une plus grande clarté du propos, mais rassurez-vous, il ne fut pas question de canon et encore moins de boudin. Mais la laideur était construite, selon Sabrina, par le regard masculin, lequel discriminait gratuitement et méchamment les filles dans la cour des collèges, puis plus tard sur les affiches publicitaires et dans la sélection des présentatrices de la météo, le capitalisme prolongeant les médisances de la classe de 5e D. L'analyse, ai-je pensé, ne nous disait pas pour quel motif les garçons auraient eu intérêt à rejeter gratuitement des filles, eux qui, selon Sabrina, avaient une relation hétéronormée avec leur sexe. Traduction, ils pensent avec leur bite. Ni surtout pourquoi Sabrina réservait la construction des concepts de beauté et de laideur à la partie féminine de l'espèce. Comme si, pour Sabrina, tout soudainement, la beauté d'un homme ou sa laideur n'était plus le résultat d'une construction, mais une évidence sensible. Je songeais alors, enfoncé dans mon fauteuil, que tout compte fait, le spectacle valait le coup. Il ne me manquait qu'une bonne bière, un paquet de pistaches ou de chips, et mon bonheur aurait été complet. Puisque le regard décide de la beauté, me vint l'idée d'écrire un article sur l'ostracisme des gros. Après tout, mesdames, pensais-je, reformez votre regard et cessez de considérer le torse d'un Brad Pitt, les boucles romantiques d'un Louis Garrel, l'allure féline d'un Delon. Non. Comprenez que vous êtes aliénés par des stéréotypes construits par la société. Et régalez-vous d'un triple menton. Goûtez à la graisse abdominale, comme vous salivez devant une chantilly. Enfoncez vos mains dans le lard.
caresser la rotondité d'une bajoue, la douceur d'un repli. Admirez le petit cul de l'obèse, surmonté d'une robe de barbaque qui cascade au-dessus de lui. Et délectez-vous de la petite crevette rose entre les cuisses, au-dessous de la bidoche. Brisez en vous cette aliénation à la pseudo-beauté fade d'un visage régulier et d'une virilité que nous vendent les marchands d'illusions. Comme l'écrivait Baudelaire, la beauté doit toujours être bizarre. On ne saurait concevoir une beauté banale. Ne jouez pas le jeu du capitalisme. Baisez avec des gros lards, avec des chauves, avec des malingres, avec des bigleux. C'est à ce prix que vous combattrez vraiment les stéréotypes. Et que ce faisant, le capitalisme tremblera sur ses pieds comme le taureau avant de s'effondrer dans le sable. Les jours suivants, je m'évertuais à changer mon regard sur les femmes. Et si Sabrina, malgré sa grande bêtise, avait raison. Si ce pachyderme à natte brune qui traverse le jardin des plantes en criant sur son moutard « Nolan, il faut que t'arrêtes de chialer, sinon je te fous une torgnole, va chier, petit connard !» était plus jolie, plus charmante, plus émouvante que la petite étudiante assise sur le banc d'en face, au teint pâle, au visage trop pur, plongée silencieusement dans un livre de Nerval. Pourquoi négliger ce beau terreau ambulant qui, à l'instant, vient de mettre sa promesse à exécution en filant une baigne au petit connard de Nolan? Au sexisme d'un tel jugement, j'ajouterais dès lors le crime de prolophobie, car d'évidence, cette mère éléphant appartient aux classes populaires. Bon pour un stage de rééducation, mon Jeannot. Tu vas la trouver belle, hein, mon salaud? Tu vas l'aimer, cette belle personne de 120 kilos? Me criera-t-on aux oreilles en me flanquant des gifles, jusqu'à ce que, fourbu, le nez en sang, une dent en moins, je reconnaisse mon erreur. Je l'aime d'un amour de troubadour, mon petit éléphanto à tresse. Tous mes efforts furent vains. Je continuais de préférer la beauté construite par le patriarcat au charme d'une Sabrina ou de la replète boulangère de la rue Jean Moulin. Et ce, malgré mon tropisme pour les femmes de boulanger. Quand le désir d'un croissant au beurre se confond plus ou moins avec le décolleté de la vendeuse, poudré d'une érotique farine sur sa peau blanche. Chapitre 4. Simon, malgré sa nouvelle professeure de lettres, ne lit pas davantage, mais s'indigne toujours autant qu'on le confronte à des vieux bouquins, des trucs dépassés. La classe, dit-il, n'embête pas Madame Drac. Pour les élèves comme pour les féministes, le substantif réprouvé « mademoiselle » ne saurait être utilisé. Ses camarades sont studieux, ce qu'il regrette à demi-mot, et même enthousiastes. J'ai d'abord pensé que, pris de remords, les élèves s'étaient disciplinés. Cependant, une autre hypothèse a traversé mon esprit. Hypothèse que Dorian a sévèrement critiquée, m'accusant de voir le mal partout. C'est du copain de Simon, Mathis, invité à dîner chez nous un samedi soir, que sont nés mes soupçons. Lui aussi se réjouissait de la nouvelle professeure. « Elle nous fait travailler, celle-là !» Mais l'éloge, à chaque fois, traînait derrière lui une série de ricanements à l'encontre de la nullissime Madame Girardin, mon fils et son copain se remémorant à grands coups d'éclat de rire et avec cruauté des épisodes qu'ils trouvaient très drôles où la pauvre enseignante avait été provoquée, voire humiliée, par Roxane, par Florentin, par Jordan, par Nélia et par Mathis himself. Je les écoutais se marrer, devinant que les compliments adressés à Hélène Drac, par symétrie, rabaissaient l'ancienne professeure. Des classements qui atténuaient leur responsabilité, voire justifiaient l'insolence dont ils avaient fait preuve. Au fond, ces rires dédaigneux lavaient leur conscience. Les brutes ont toujours ri en frappant et en violentant leurs victimes, ai-je pensé. Comme si, par ce rire, leur crime se délestait de toute gravité, s'envolait dans le dérisoire d'une partie de rigolade. « T'es complètement malade », m'a dit Dorian. « Ce ne sont que des enfants, sans doute mal élevés, mais c'est tout. » J'ai préféré me taire et garder pour moi l'idée d'une cruauté native que l'âge des coupables, ici, révélait sans phare. « C'est parce que ce sont des enfants, aurais-je pu rétorquer, que l'existence d'un mal originel n'est pas réfutable. Rien ne mécontente plus mes amis que cette idée,
comme j'en eus la preuve à la section du PCF il y a 3 ans, ou 4, je ne sais plus. Pour Jean-Louis, on doit combattre fermement l'idée que le mal serait inscrit dans la nature humaine. D'abord, il n'y a pas de nature humaine, avait-il dit, et puis le mal est la conséquence des rapports de classe et de production. C'est une idée démoralisante qu'un homme de progrès rejette d'instinct, avait-il ajouté, avant de conclure « L'incident est clos ». J'ignore ce que Sabrina pense de la question. Quelque chose me dit que le mal, pour cette grosse vache, doit plutôt être du côté masculin que du féminin. Il faudra que je vérifie. J'attends Éric Dubourg au Jacobin, assis à ma table habituelle dans le recoin, sous le Toulouse-Lautrec. Enfin, une reproduction. Une bière devant moi, et comme toujours, je rêvasse, malgré le dernier prix Renaudot qu'on m'a refourgué pour en écrire la critique. Adolescent, je supportais la corvée des devoirs en l'adoucissant par la musique, le plaisir annulant le déplaisir ou en le neutralisant. Je continue de pratiquer cette diversion, et comme à l'époque des devoirs, je délaisse mon pensum pour écouter la rumeur du café, les conversations à la table d'à côté, et, relevant la tête du livre, je regarde les clients, leur façon d'entrer dans le café, avec un air perdu, balayant des yeux la salle pour retrouver un ami. J'observe le passage au dehors des piétons, des voitures, des camions. Je pense aussi à ce que m'a dit Dubourg au téléphone. Il voulait qu'on parle sérieusement, d'où ce rendez-vous au Jacobin, de mes critiques théâtrales qu'il trouve trop dures, sans nuance, et ne donnant pas envie au lecteur de foncer au théâtre. A-t-il l'intention de me retirer mes chroniques? Ou d'en émousser le tranchant? Je le comprends et je lui donne raison. J'ai accepté il y a 2 ans de succéder dans cette rubrique à l'ancien critique, parti dans un autre journal, une autre ville. Cependant que je n'ai pas de goût particulier pour le théâtre, ni pour ce qu'on appelle le spectacle vivant. Craignant dès que je m'assois dans un fauteuil pour assister à un ballet, une pièce, un stand-up, d'être fait comme un rat. Combien de fois ai-je maudit Dubourg devant une énième représentation prétendument innovante, avec son lot de cris, de pleurs, de hurlements, de comédiens à poil, de vidéos. Même les classiques, je n'en peux plus. Toujours revisités et engagés, quand ils ne sont pas terriblement contemporains. Et au théâtre, impossible de s'échapper, de poser le spectacle vivant sur un guéridon et de regarder derrière la vitre le spectacle moins kitsch de la vie. Je n'en peux plus des rires intelligents, des élèves qui remplissent les salles, des connards à qui on a pris leur place, des applaudissements qui n'en finissent pas devant des comédiens ivres de bonheur. Si Dubourg souhaite que j'arrête, je protesterai, je jurerai mes grands dieux qu'il commette une erreur, et pire, une faute. Oui, il doit croire à la fable du préjudice que me coûte cette possible éviction. Ainsi, pensais-je, se sentira-t-il dans l'obligation de me proposer un autre poste, peut-être plus intéressant. À tout le moins n'aura-t-il pas les coudées franches pour me refuser les colonnes d'art et spectacle. Cette scénette que je m'apprête à lui jouer, répétant dans ma tête mes arguments et mes contre-arguments, s'apparente à du théâtre, car tout dans nos vies est comédie. Je n'aime pas le théâtre, parce que le théâtre, c'est toujours du théâtre dans le théâtre, tout le monde jouant un rôle sur le théâtre du monde. On le sait depuis Shakespeare. Sauf que, sur la scène planétaire, les comédiens sont bons, ils ne crient pas, ils n'élèvent pas la voix, ils ne sont pas kitsch. Si, dans la vie, un de vos amis vous demande une cigarette, il le fait simplement en vous regardant. « T'as pas une clope ?» dit-il. Et jamais en criant de façon qu'un type, de l'autre côté de la rue, puisse l'entendre. Et s'il n'est pas d'accord avec vous, il ne prend pas un air désespéré, hurlant la main sur le cœur son désaccord. L'être humain, il faut lui reconnaître ça, n'est pas kitsch. Pas directement. Jamais, en tout cas, autant que sur une scène de théâtre. Et il n'est jamais aussi cabot que beaucoup de comédiens devant leur public. C'est bien simple. Ne lui dirais-je pas, le théâtre, par contre-coup, me rend l'être humain sympathique. Tout à l'heure, 2 types au comptoir se disputaient au sujet d'un match de l'équipe de France. Leurs propos reposaient sur des analyses précises. C'était dérisoire. Mais ai-je pensé,
moins prétentieux que les spectateurs qui, à la sortie d'une pièce au théâtre Gralin, commentent le spectacle. Non, je ne dirai rien. Je jouerai l'offensé et la victime. Éric Dubourg est arrivé avec un quart d'heure de retard, prétextant l'impossibilité de trouver une place où garer sa laguna. Il semblait croire que je n'ignorais pas ce qu'était vraiment une laguna. Plus tard, il parlera de RSP, de Fab Lag, de blurring, s'appuiera sur des acronymes sans en préciser le sens, citera des noms en ne m'informant pas de leur identité. Un certain Fabien da Silva reviendra plusieurs fois dans ses propos, sans que je devine s'il travaillait pour les services culturels de la mairie, s'il jouait au foot, si c'était un écrivain, un comédien, voire son beau-frère. Mais il allait de soi, pour Dubourg, qu'un Fabien da Silva était connu du monde entier. Il me racontera ses vacances en Lozère, les études de sa fille, la mort de son chien, la partie la plus pathétique de l'entretien, le dernier film de Jacques Audiard. Puis il se lèvera, déjà en retard pour son prochain rendez-vous, en concluant, d'un air désolé, « On n'a pas eu le temps de parler de tes chroniques. Elles sont géniales, c'est sûr. Mais tu comprends, ça plaît pas beaucoup à la culture. Pas du tout même. J'ai une autre idée pour toi. Je t'appelle ce soir. Allez, bye. » L'autre idée, j'en pris connaissance 2 jours plus tard. Une série de portraits sur ceux qui font la ville, en dernière page du journal, un portrait par semaine, bien payé. On me transmettrait une liste d'une 50aine de noms, avec leurs adresses mail, leurs numéros de téléphone, liste que je pourrais, a-t-il dit, compléter par des choix personnels, à condition qu'ils respectent le critère de la citoyenneté nantaise. J'ai accepté ce reclassement que Dubourg a présenté comme une chance, une promotion. Mais comme il dit n'importe quoi, je ne tiens pas compte de son jugement. Nous vivons, ai-je pensé, l'ère du simulacre lexical, où les mots dissimulent plus qu'ils disent le réel. Toute discussion s'apparente à un exercice de traduction et d'interprétation. Même la réaction de Dorian, il m'a fallu la transcrire. « Je suis contente pour toi », a-t-elle commenté. C'est sobre, sans lyrisme, et oserais-je dire, sans contentement. Elle est contente, parce que je suis censé, moi, me réjouir de la proposition d'art et spectacle. Mais cette réjouissance n'a peut-être pas d'autre valeur qu'un « merci », qu'un « bonjour », qu'un souhait de « bonne année ». Toutes ces formules conventionnelles que l'on sème sans y penser. Les vies se déroulent dans l'à peu près de phrases automatiques, comme une brume permanente, percée çà et là par des évidences, par la conjonction quelquefois du mot et de la chose. Je me suis dit que j'en ferais, le soir même, un chapitre des fantoches, avant de remettre l'ouvrage au lendemain, puis au surlendemain. J'ai eu le tort sans doute d'en parler à Dorian, de lui dire sans embâge « Tu ne crois pas que nous baignons dans le flou et l'approximatif ?» Puis j'ai développé cette idée avec des exemples, en omettant qu'elle en était à l'origine. Alors Dorian m'a répondu « Peut-être, et alors, quelle importance ? Et puis ce n'est pas nouveau. On sait tous qu'il est difficile de se faire comprendre. C'est un cliché ton truc. » Non, je ne crois pas. Du moins, je n'entends jamais parler de cette buée sur nos consciences. Pareil à de la vapeur sur un pare-brise, empêchant de distinguer la route. C'est peut-être pour ça qu'on ne vit qu'à moitié. J'espère que tu ne vas pas écrire ce genre de conneries dans tes portraits. J'ai alors songé que je n'avais plus personne à qui parler, quand je pense que Dorian a une licence de philo. Mais comme cette observation n'appartient pas à son répertoire de thèmes philosophiques, elle ne peut être pertinente. Dorian, me suis-je dit, ne pense que dans les clous de l'histoire philosophique ou littéraire ou féministe. Elle ne pense pas, elle récite. Et ça aussi, c'est une brume supplémentaire. Je ne cesse de penser à la buée des mots sur le monde. J'en ai même tartiné une 10aine de pages des fantoches, sans me préoccuper de l'intrigue, ni des personnages. L'idée elle-même d'un monde enfoui sous les mots, ai-je pensé, dépasse en mystère et en romanesque n'importe quelle histoire où l'on s'interroge sur l'identité d'un criminel, d'un amant, d'un destin. Ce ne serait pas romanesque ? Ai-je dit à Dorian. Ce voile posé sur nos amis, sur n'importe qui, sur n'importe quoi,
sur nos vies. C'est pas avec ça, a-t-elle répondu, que tu vas passionner un lecteur. Quand on ouvre un roman, on a envie d'être emporté dans une histoire et de vibrer avec les personnages. Là encore, je n'ai rien répondu. J'aurais pu lui dire « À quoi bon inventer des énigmes quand tout est mystérieux, incompréhensible, impénétrable ?» Il faut vraiment être con pour ne pas s'en être rendu compte. Elle aurait répondu « Ah, parce que monsieur est plus intelligent que les autres, peut-être. Il est vrai qu'il écrit des articles pour Le Progrès, Le Temps, Ouest France et les feuilles ligériennes. » J'aurais répondu « Et madame est sans doute une grande lectrice, elle qui ne lit que des romans policiers engagés. » Elle aurait répliqué « Ah, voilà le mépris pour la littérature populaire. Mon pauvre Jean, tu devrais en lire des romans policiers. Eux au moins, ils ne se poussent pas du col. Et ils nous en disent beaucoup sur la violence de la société, les dessous de table, la difficulté de vivre. » Alors excédé, j'aurais mis fin à la conversation. Je ne veux pas qu'on me lise. Ce à quoi elle aurait répliqué que personne n'en avait l'intention. Tout compte fait, le conditionnel passé m'aura évité bien des disputes. La liste des personnalités de Nantes, j'ignorais qu'il y en eût tant, inclut des metteurs en scène de théâtre, des comédiens, des régisseurs, des responsables culturels, des journalistes, des techniciens de spectacle, des écrivains, il y a même Van Beveren, des professeurs, des élus de la région, des chanteurs, des rappeurs et un footballeur à la retraite, reconverti dans l'aide aux jeunes en difficulté, grâce au sport et au théâtre. J'aurais préféré plus de stripteaseuses, de courtisanes et d'actrices du X. Ai-je confié à Van Beveren quand je l'ai appelé pour l'informer de sa notoriété nantaise. C'est un jeu entre nous. On joue à être lourd, obsédé sexuel. Notre amitié, comme les romans policiers de Dorian, ne se poussant pas du col. La grossièreté en assure le fondement, avec ce côté nique les belles âmes. J'ai l'impression que Dorian, Sabrina et Nadège pratiquent une amitié tête-bêche à la nôtre. Elles se montrent d'abord le bourrichon avec leur générosité, leur conscience éveillée face au malheur du monde, avant de s'étaler en fin de soirée dans les commérages. Non, pas toi, pas ce mot-là dans ta bouche, pas ce cliché sexiste. Émile et moi débutons par des blagues de cul, par pudeur. Rien que de l'avouer, j'ai honte. Par gaminerie. Puis, un peu bourrés, nous glissons vers la métaphysique et le monde des fantoches. J'ignore si le premier portrait doit coïncider avec le premier nom de la liste. Mais par prudence, autant commencer par lui. Pour limiter que soit ma science en mondanité, il apparaît que la renommée des personnalités décroît selon le rang qu'elles occupent dans la liste. Si quelques patronymes, dans les 20 premiers, me disent quelque chose, les derniers me sont inconnus. Donc, Arnaud Joly, il monte Hamlet au Célestin. Sa fiche Wikipédia indique qu'il a mis en scène plus d'une vingtaine de pièces, d'Eschyle à Coltès. Il travaille à mi-chemin de la danse et des arts plastiques, et prône une esthétique de la résistance. Son apparence, elle aussi, est à mi-chemin entre l'intellectuel à lunettes rondes et le poète à la tignasse insurrectionnelle. Pour moi, la résistance, ce n'est pas un vain mot. Ça commence dès le matin, par l'anarchie capillaire et le refus des convenances. Ai-je dit à Émile pour présenter le bonhomme. Il ne doit pas se souvenir de la recension de son Lorenzaccio, il y a 2 ans. Comme je n'avais pas vu le spectacle, j'étais resté neutre, en m'inspirant des entretiens de Joly dans la presse pour confirmer la lecture originale du metteur en scène, renouvelant l'image de la subversion romantique en l'enrôlant dans une opposition sans compromis au réchauffement climatique. De toute façon, les seules pièces que j'ai recommandées aux lecteurs d'art et spectacle sont celles que je n'ai pas vues. Pour toutes les autres, à 1 ou 2 exceptions près, j'ai préféré ne rien dire, ni dans un sens ni dans l'autre, m'abritant derrière les remparts du résumé et de l'objectivité. Quand j'ai débuté dans la critique, Gilbert Lombard m'avait conseillé de pratiquer la méthode du résumé plus 3 adjectifs. Sauf quand, par chance, ajoutait-il, un livre ou un spectacle me plaisait vraiment. Il avait dépassé la 60aine, il n'en pouvait plus du théâtre, de la littérature, des festivals.
leur préférant à l'automne la chasse à la perdrix ou la cueillette des champignons. « J'ai tellement lu de bouquins de la rentrée littéraire, disait-il, que je ne bande plus. Fini, plus rien. » S'il n'avait publié à la trentaine un roman chez Grasset, Du bout des doigts, dont la presse nationale avait à l'époque beaucoup parlé, les directeurs des journaux se seraient passés de ses services. Mais il bénéficiait d'un prestige qu'il avait habilement entretenu, conscient que ce roman culte le protégeait d'une mise à l'écart. On prétendait que Lombard, c'était quelqu'un tout de même. Après quelques mois de journalisme nantais, je m'aperçus que personne n'avait lu Du bout des doigts, qu'au mieux certains l'avaient feuilleté. Parmi les programmateurs culturels, peu connaissaient l'histoire du théâtre ou de la danse, et le public, en grande partie, l'ignorait pareillement. Une pièce d'Ibsen ou de Lagarce, c'était surtout une sortie culturelle. Les mêmes qui vantaient une représentation de la guerre de Troie n'aura pas lieu, au Grand T, n'avaient pas l'idée, malgré leur coup de cœur, de lire d'autres pièces de Giraudoux. 2 semaines après l'émerveillement giraldusien, ils applaudissaient sans réserve. « Faut absolument que t'ailles voir ça. La mise en scène dérangeante d'une pièce de Sarah Kane ou d'Edward Bond. » Et du côté des comédiens, ce n'était pas mieux. J'en ai rencontré un, très connu, qui m'avait sollicité à propos de Kleist, dont il n'avait jamais entendu parler, et une autre, encore plus connue, s'étonnant qu'Alfred Jarry eût écrit des pièces de théâtre. L'expérience d'une seule année justifia, à mes yeux, l'amertume et le je m'en foutisme de Lombard. Les connaisseurs n'avaient pas disparu, mais ils étaient rares. Nous les évaluions, Lombard et moi, à 10 spectateurs pour une salle de 500. Tu ne vas quand même pas chiader un article pendant des heures, quand seulement 10% des lecteurs des féeries nantaises le liront en diagonale, et qu'il sera éternellement oublié dès le lendemain. Non, mon petit, tu résumes l'intrigue. Tu saupoudres de 2 ou 3 adjectifs, le tout doit être servi bien chaud. Le produit est périmé dès le lendemain. Si je m'inclinais devant le constat du côté dérisoire de mon travail, je refusais cependant de céder à la facilité de Lombard. Je m'en fous de n'avoir que peu de lecteurs. J'écris pour moi, et pour les quelques amateurs qui, malgré tout, liront ma critique. Que tous s'avachissent, je resterai debout. J'ai fini par céder une quinzaine d'années plus tard. De plus en plus dubitatif, j'introduisais dans mes chroniques des erreurs chaque fois plus grossières sur le metteur en scène, sur les pièces, sur l'intrigue des romans. Il était rare qu'un lecteur s'en plaignît au journal, alors que ce dernier recevait tous les jours des dizaines de lettres puis des mails courroucés à propos d'un éditorial politique, d'un compte-rendu sportif ou d'un dessin de dernière page. Je fus vaincu par l'indifférence. Lombard n'était plus là pour triompher. Un cancer de la gorge l'avait emporté 2 ans plus tôt, alors qu'il avait quitté le journalisme depuis 2 lustres, oubliant dans son Perche natal les grimaces de sa profession. L'année qui avait suivi son départ, j'étais allé le visiter dans sa maison de famille, à Bellem. Il était heureux que revive le jardin en friche de sa mère. Il me montra un rosier et des camélias aux corolles plantureuses, m'offrit des fraises et des mûres noires qui brillaient dans un bosquet d'épines. Entre la pêche à la mouche... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.